Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Elle. On va parler basket féminin. Pour m'accompagner aujourd'hui, une joueuse qui a préféré faire le choix du cœur que le choix du terrain. Avec moi, Mélissa Michelito. Bonjour Mélissa, Hello. comment ça va? Écoute, ça va très bien ce matin. Ouais, en ces temps, ça va très bien. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit CV, histoire que les gens qui ne te connaissent pas puissent savoir qui tu es? Ouais, je redoute toujours cette question en début d'interview. C'est compliqué pour moi de faire un CV comme ça, mais ouais, juste pour resituer un peu, j'ai été basketteuse pro pendant, ouais, j'ai pour habitude de dire 15 ans parce que bah voilà, c'était quand même le centre de formation, c'était quand même conséquent aussi. Donc j'ai été 11 ans professionnelle et 15 ans en tout, j'ai fait une carrière dans le basket. J'ai pas mal voyagé en France parce que j'ai fait le choix de m'immerger dans plusieurs cultures, on va dire, et plusieurs cultures d'entreprises, entre guillemets, pour aller voir plusieurs clubs. C'était vraiment un choix de ma part. J'ai aussi eu quelques expériences européennes par-ci par-là. Voilà, donc ça c'est pour la partie basket. Et depuis 2 ans, en fait, je suis reconvertie en tant que préparatrice mentale et accompagnatrice d'entrepreneurs sur la partie plutôt mindset, plutôt passage à l'action. Et je me sers de mon background de sportive pour les accompagner dans le passage entrepreneurial parce que je vois qu'il y a aussi des similitudes entre les deux mondes. T'as choisi, c'est un choix de mettre un terme à ta carrière, donc après 11 ans, tu l'as dit, alors que tu aurais pu continuer. Pourquoi tu as fait ce choix? Oui, effectivement, c'était un choix pas facile à faire. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que j'étais arrivée tout simplement au bout de mon aventure sportive. Je le sentais déjà depuis quelques années. Euh, J'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de continuer d'apprendre. Je me sentais stagnée en fait. J'étais arrivée au bout d'un chemin et je sentais que je pouvais plus apprendre énormément en tant que joueuse. Ce qui ne veut pas dire que j'ai quitté totalement le milieu parce que j'accompagne quand même aujourd'hui des basketteurs et des basketteuses dans ma fonction de préparatrice mentale. Et du coup, voilà, j'avais besoin d'aller chercher des nouvelles ressources à l'extérieur, notamment dans le coaching d'entreprise, parce que je me suis formée dans ce domaine-là. Et en fait, j'étais arrivée au bout d'un système qui m'avait usée, en fait, enfin, dans lequel je me reconnaissais plus et voilà, j'étais arrivée au bout d'un cycle. Justement, qu'est-ce qui n'était plus compatible entre ta vision, la façon d'être, enfin, voilà, la personne que tu étais et ce système justement de sport de haut niveau? Qu'est-ce qui ne marchait plus? Qu'est-ce qui marchait plus? Je pense que voilà, le monde du haut niveau, je l'ai embrassé plutôt jeune et voilà, j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein d'expériences et notamment, bah voilà, j'ai appris beaucoup de choses dans le passage à l'action, dans la performance, dans le côté pousser toujours plus loin, dans le côté action vraiment. Mais voilà, ce qui n'allait plus, c'est que bah, il y avait besoin au bout d'un moment d'écoute aussi et de soins, douceur, n'ayons pas peur des mots. Voilà, il y avait aussi besoin un peu de ce côté plus doux, finalement, peut-être plus féminin aussi. On en parlera peut-être un peu plus tard et j'évoquerai un peu plus ça, mais voilà, c'est plutôt des caractéristiques, on va dire, dites masculines, si je veux grossir les traits, qui sont développés dans le sport de haut niveau. Et j'avais besoin, en fait, de voir les choses différemment et je sentais qu'il y avait des choses qui me manquaient pour aller plus loin. En fait, moi, je suis quelqu'un qui suis très orienté depuis toujours performance, mais pas au détriment de ma santé ou de l'humain. Donc, c'est-à-dire que ben, je suis sur le combo performance épanouissement. C'est ça qui me plaît. Et voilà, j'avais besoin de développer ce côté épanouissement aussi qui n'était plus suffisamment nourri dans le milieu où j'étais. Et faire le choix de s'écouter, de suivre le chemin que le cœur a choisi, c'était pas prendre un risque? Ah si, totalement, c'était un peu fou au début quand j'ai dit que j'arrêtais. Bon, bah, j'avais 29 ans. La plupart du temps, à 29 ans, on est quand même en pleine possession de ses moyens. Je pense que c'était le moment aussi où je sentais que j'avais l'expérience, le leadership, que j'avais voilà, déjà bien baroudé, que j'avais vu beaucoup de choses. C'est vrai que bah, voilà, j'étais à un point de ma carrière où c'était intéressant pour moi, mais
effectivement, ça n'a pas été compris par tout le monde, dans le sens où, bah voilà, plusieurs fois, on est même encore venu là. Bah, ça, c'est plutôt chouette, mais voilà, 2 ans après, j'ai encore des demandes de clubs qui me demandent de rejouer. Voilà, en fait, le milieu ne comprend pas trop en fait qu'on puisse arrêter bah, pour des raisons personnelles, enfin voilà, et qu'on ait envie de faire autre chose parce que bah, c'est aussi je l'ai compris ça aussi un peu sur le tard, mais un milieu et quand on est sportif, pas forcément basketteur ou basketteuse hein, d'ailleurs, mais il y a cette idée un peu du sportif qui est, comment dire, mis sur un piédestal un peu en mode bah, c'est hyper beau, c'est hyper chouette de vivre de sa passion pour un sportif. En gros, si je caricature, pourquoi il se plaint voilà, il a la vie de rêve. Sauf que bah, quand on est sportif de haut niveau, on sait très bien que bah oui, d'accord, les gens nous perçoivent comme ça, mais il y a tout le côté sacrifice qu'ils ne voient pas, il y a le côté bah, parfois on fait 1600 km dans un week-end et on reprend le lundi. Enfin voilà, nous les week-ends, ça je l'ai découvert aussi un peu plus tard. Mais les week-ends, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la route et le lundi, on reprend et le cycle est comme ça, on continue pendant une dizaine de mois, quoi. Et les 2 mois qui restent, oui, certes, il y a des vacances, mais si on s'entraîne pas, bah, quand on arrive à la reprise, bah, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as très tôt pensé à une reconversion? Je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête. C'est-à-dire que bah, je savais que je suis pas issu d'une famille vraiment de sportifs de haut niveau, enfin pas du tout même, mais mon papa était sportif. Euh, mais, euh, mais voilà, et du coup, j'avais là-dessus les pieds vraiment sur terre. J'ai même moi, je suis plus l'inverse en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai fait des études et puis j'ai fait du basket à côté. Et puis jusqu'à un certain point où je me suis dit, ah, en fait, je peux quand même vivre du basket et tenter de vraiment gagner ma vie comme ça et de faire basculer finalement le basket devant les études. Alors que bah, je pense que jusqu'à mes ouais, 22-23 ans, j'étais plutôt à me dire bon ben il faut que j'ai des études parce que si je suis blessé, parce que s'il se passe quelque chose sur la route basket, on ne sait jamais, et si je perce pas, enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça, donc j'ai toujours aimé avoir un deuxième volet, c'est-à-dire que moi être juste au basket c'était pas suffisamment nourrissant pour moi. Et du coup, ben voilà, j'ai toujours fait des petites formations à droite à gauche et ben, notamment une licence où là, ça me prenait quand même plus de temps et où j'ai découvert les joies aussi de la difficulté de mener un double projet. Alors ça, c'était aussi quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi aujourd'hui d'accompagner les jeunes dans ce double projet parce que ben, c'est quelque chose de conséquent et on n'est pas forcément encore hyper bien accompagné de ce côté. C'est en train d'arriver, mais on a du mal à se rendre compte en fait quand on n'est pas dans le milieu. Ouais, on le ressent assez, tu vas probablement le confirmer, mais cette reconversion, elle est aussi très liée à un besoin personnel, se retrouver, être en phase avec toi-même. Euh, Est-ce que tu le confirmes? Ah oui, totalement. Bah, moi, je pense que si si je continuais dans la voie de la sportive qui se contente, entre guillemets, de surfer sur ben, son nom, ses expériences, ses résultats, bon, ben, c'était pas. En termes d'épanouissement, c'était plus à mon service, quoi. C'est-à-dire que je pense que j'aurais stagné, explosé, enfin voilà, et j'ai pas voulu devenir cette joueuse qui surfe sur son nom et qui devient un peu aigrie parce que bon ben voilà, les mentalités changent, ça me convient plus forcément. Voilà, j'ai plutôt pris mes responsabilités par rapport à ça et j'ai fait le choix à 29 ans de sortir du milieu. Donc, du coup, tu nous l'as dit, tu es dans de la préparation mentale, l'accompagnement de sportifs. Est-ce que c'est un outil que tu aurais aimé avoir à disposition quand tu étais joueuse? Ouais, carrément. Bah d'ailleurs, je l'ai utilisé, hein. Je l'ai utilisé un peu tard parce que je l'ai découvert à ce moment-là et c'était certainement mon chemin. Je l'ai utilisé aux alentours de 25-26 ans où j'étais arrivée à un point où ben, j'avais atteint mes objectifs de carrière, j'avais joué en première division, voilà, j'étais plutôt techniquement, tactiquement et physiquement au point, dans le sens où bon, bah, je me sentais bien et je performais à un certain niveau, mais je me sentais stagné et je sentais qu'il y avait peut-être un levier que j'utilisais pas. Et en fait,
Ouais, vers 25-26 ans, j'ai tapé à la porte d'un préparateur mental et c'est lui qui m'a ouvert complètement de nouveaux horizons en fait en me disant ah ouais en fait j'ai pas du tout exploité ce volet-là et en étant vraiment curieuse dans un premier temps et de me dire qu'est-ce que ça peut m'apporter. Bon voilà, ça peut parfois être un peu déboussolant parce qu'on connaît pas. J'avais vraiment fait ce choix d'aller voir ce que ça pouvait m'apporter et puis en fait avec dans un coin de ma tête toujours là on revient sur le côté reconversion. Un regard curieux de me dire ah peut-être que je peux aussi en faire un métier derrière parce que j'ai toujours eu un attrait pour la psychologie, l'humain, pour bah, voilà comment ça fonctionne un humain. Moi c'est quelque chose qui me passionne. Du coup ouais j'aurais aimé avoir ça dans mes mains dès 15 ans, hein, même dès 13. Aujourd'hui moi j'accompagne des joueurs à partir de 13 ans donc je pense que c'est déjà hyper pertinent. Après adapté, bien sûr, qu'on va pas faire les mêmes exercices à quelqu'un qui a 13 ans que quelqu'un qui en a 25 et qui est déjà bien en carrière. Mais ouais, il y a des petits outils comme ça qui sont ultra simples à utiliser et qui peuvent des fois ben, juste faire prendre conscience de choses et normaliser le côté un peu j'ai des peurs, je suis stressé, ben, on l'est tous en fait. Mais du coup, il y a comment est-ce que je gère un petit peu tout ça pour que je sois bien dans mes baskets en fait. Tu as utilisé un mot qui est important, c'est que de ton côté, quand on te suit un peu, quand on t'écoute, tu mets beaucoup en avant le côté humain. Et dans un paysage où on attend surtout de la performance et où les sentiments ont très peu de place, comment ton nouveau métier est-il perçu? Ouais. Alors ça, c'est pas évident pour moi de répondre parce que ben faudrait leur demander comment c'est perçu de leur fenêtre. Mais moi, ce que je sens, c'est en train de bouger de plus en plus. Je pense que la période qu'on vient de vivre là avec la période Covid ouvre certaines choses et nous fait quelque part nous force entre guillemets à voir les choses un peu différemment. Du coup, je sens que ça s'ouvre aussi du côté sportif, mais c'est vrai que c'est quelque chose encore qui peut faire peur, qui peut s'apparenter à quelque chose d'étrange. Ça, c'est quelque chose que ouais, je vois encore quand je discute. Bah voilà, j'ai aussi pris ce recul pour discuter à droite à gauche avec des entraîneurs, avec des arbitres, avec d'autres corps de métier en fait que je ne connaissais pas, qui sont pas loin de ce que j'ai exercé comme métier, mais finalement euh, que je ne connaissais pas, on va dire, de l'envers du décor en fait. Et en fait, je me rends compte que bah ouais, on a tous des a priori sur les uns sur les autres et des façons de. Enfin, en fait, on n'a pas encore compris dans le milieu, du moins basket, je parle de ce que je connais, euh, qu'on pouvait tous s'apporter un plus. Et du coup, au niveau de la préparation mentale, il y a un truc encore où ben, soit les entraîneurs, soit les joueurs se disent oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je remets mon destin dans les mains d'un gourou. Si je schématise, c'est un peu ça. Hmm. Il y a un peu cette idée qui traîne encore dans le milieu, alors que bah, quand on voit d'autres nations, je pense bah, voilà, en Nouvelle-Zélande, je pense les pays anglo-saxons, eux, ça fait 10-15 ans qu'ils utilisent l'outil et qu'ils ont des résultats avec ça. Et du coup, c'est vraiment intégré dans la staff et c'est une mentalité complètement différente. Voilà, nous, ben, en France, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, on est toujours un petit peu à la traîne sur les innovations et ce qu'on peut inclure dans nos façons de faire. Donc ouais, il y a encore de la réticence. Oui, de la réticence, j'ai souvent cet exemple en tête que si on fait appel à quelqu'un, notamment donc le fameux préparateur mental, j'ai l'impression que les joueurs ont tendance à se dire c'est que j'ai un problème ou c'est que je suis faible. Est-ce que c'est souvent cette image qu'ils ont quand ils font appel à toi? Ouais, totalement. Enfin, quand ils font appel à moi, non. Quand ils font appel à moi, c'est qu'ils sont déjà décidés, que vraiment, il y a déjà quelque chose qui est acté. Ils savent qu'ils sont. La plupart du temps, c'est encore. Ils savent qu'ils sont au pied du mur. Il y a un truc où ils arrivent. Ils n'ont pas encore compris que la préparation mentale, elle peut être. Enfin, je prends toujours cette image, mais elle peut être utilisée quand tout va bien. C'est-à-dire que bah, ça peut être un outil pour passer de bon à excellent, en fait. Et en fait, ça, on a du mal à le comprendre. On croit que c'est quand on est au pied du mur. Et j'utilise cette image de est-ce que c'est quand tu as les croisés que tu te dis que tu vas travailler en préparation physique? Ah non. Tu vas te préparer, tu vas te mettre à faire de la prépa et à te muscler bien en amont pour justement essayer de ne pas te faire les croisés ou bah, voilà, en tout cas de prévenir la blessure et te renforcer musculairement.
Et en fait, dans la préparation mentale, il y a un truc encore où on attend d'être limite en burn-out pour faire appel à quelqu'un parce qu'on est dans la difficulté. Sauf que non, en fait, c'est un outil comme un autre qu'on peut utiliser pour faire grandir sa personne, en fait. J'ai une citation qui dit: Une des raisons pour lesquelles les gens ne réalisent pas leurs rêves, c'est qu'ils souhaitent changer leurs résultats sans avoir à changer leur mode de pensée. Est-ce que cette citation t'évoque quelque chose? Est-ce que tu vois de qui elle est? Ouais, j'ai un petit peu lu les notes avant, donc ouais, j'ai vu que c'était de John Maxwell. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai découvert justement aux alentours de 25-26 ans. J'ai lu ses bouquins, qui est un expert en leadership, mondialement reconnu. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui nous regardent, si vous vous intéressez au leadership, à mettre le nez dans ces bouquins parce que c'est vraiment des pépites et c'est hyper accessible, je trouve. Et ouais, cette citation, elle me parle dans le sens, oui, c'est vrai que si on veut avoir des résultats différents, il faut. J'ai mis du temps à le comprendre, hein, mais voilà, si on veut aller au palier supplémentaire, on va pas y aller avec les mêmes idées qu'on a eues avant. Et voilà, on atteint un certain palier au bout d'un moment avec un mode de pensée, mais si on veut aller plus loin, et dans le milieu sportif, quand même, on est souvent dans la recherche de aller plus loin et performer sur des micro-détails, parce que plus on monte, plus c'est du détail, et plus c'est de la finesse, et voilà, on gagne des micro-centimètres. Et du coup, ouais, ça me parle dans le sens où, voilà, en fait, tout se passe au niveau du mental, dans le sens où, quand on comprend qu'on a un outil, un ordinateur ultra performant là-haut, et qu'on comprend et qu'on expérimente, parce que comprendre c'est une chose, expérimenter c'en est une autre, mais voilà, comment mettre l'outil qu'on est à notre service, ça change vraiment la donne. Alors ça peut être des mots comme ça un peu fous, mais la préparation mentale, elle sert aussi à ça, et le coaching, il sert aussi à ça, c'est comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain et replacer l'outil mental à notre service comme un outil et pas comme quelque chose qui décide pour nous et qu'on subit. Ça, c'est hyper important. Quand on avait discuté par téléphone, j'avais abordé un point et du coup, j'ai très envie que tu nous en parles, mais c'est que en aidant les autres maintenant dans ton nouveau métier, j'ai la sensation que tu t'aides toi-même quelque part. Ouais, ouais, clairement, c'est ce qui me manquait aussi, en tant que joueuse. C'est-à-dire que j'ai, j'ai toujours eu un attrait, pour aider, et en tant que joueuse sur le terrain, en fait, je retrouvais pas, enfin, j'aidais d'une certaine manière parce que, voilà, au poste de meneuse de jeu, on distribue, on a quand même un rôle de manager, on va dire, d'une certaine manière, je le vois comme ça aujourd'hui avec le recul, où on a quand même une meneuse, elle doit quand même connaître chacune des joueuses de l'équipe et savoir dans quelle disposition elles sont le mieux pour pouvoir être bien sur le terrain. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais le poste de meneuse de jeu. Donc, j'avais déjà ce côté un peu aider les autres. Mais aujourd'hui, ouais, ça a une saveur complètement différente. Et c'est vrai que je pense que ça m'a aidé, en fait, avec le recul, là, 2 ans après, de sortir du milieu et de prendre mes responsabilités, de créer ma petite société pour pouvoir aider à mon tour. Voilà, c'était quelque chose qui était quasiment vital pour moi parce que voilà, j'avais besoin de redonner, j'avais besoin de grandir avec les gens que j'ai accompagnés aussi, parce que ça va dans les deux sens en fait. Et ça aussi, j'ai découvert ça en chemin, quoi. C'est-à-dire que ce qui est chouette dans ce métier, c'est qu'on grandit avec nos clients, quoi. C'est-à-dire que eux font appel à toi, mais toi, ils te ramènent des problématiques des fois qui sont très proches des tiennes, et tu te dis ah oui, ok, ça te fait voir aussi les choses différemment, et ça te met dans un processus de progression continue que j'adore et que j'avais plus forcément sur le terrain en fait. Enfin, du moins, je trouvais plus forcément les clés pour aller plus loin. Quand on regarde ta description sur certains sites, dans tes valeurs et dans ton éthique, tu utilises un mot qui est très fort et pourtant parfois on a du mal à le dire, c'est le mot amour. Est-ce que tu penses que l'amour et le sport de haut niveau, ils sont compatibles actuellement? Oui, totalement, à condition qu'on veuille bien le voir. Mais ouais, ouais, bien sûr, c'est compatible pour moi, et les plus grands performeurs, enfin moi,
j'ai une passion pour regarder vraiment les gens qui excellent dans le sport, parce que bah, voilà, le sport, c'est quand même mon premier amour et c'est ce que j'adore. Du coup, je suis très curieuse et j'aime beaucoup m'inspirer, moi, à droite à gauche, aller regarder bah, voilà, Kevin Meyer, comment il s'entraîne, voilà, Michael Jordan, comment il a fait, enfin, je sais pas, vraiment des grands performeurs. Et vraiment, je sais pas comment dire, mais j'ai un regard, je les regarde pas en mode admiration, je les regarde en mode modélisation. C'est-à-dire que ça peut m'arriver d'aller regarder un match et de capter un bon joueur et de regarder pendant tout le match que ce bon joueur. Ok, comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il interagit avec ses coéquipiers, comment il se comporte quand il sort, enfin voilà, comment il s'alimente. J'en sais rien. Je peux regarder vraiment plein de détails pour les modéliser et voir bah, qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport aux autres, parce que s'ils sont à cet endroit-là, c'est bien qu'ils font des choses différemment. Et du coup, j'ai perdu la question de base. Non, c'était savoir si du coup le sport de haut niveau et l'amour étaient compatibles. Ouais. Ouais, et du coup, ouais, voilà pourquoi je parle des performeurs, en fait, et du coup, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas déconnectés de l'amour. C'est-à-dire que, ben voilà, quand on voit un cri de rage sur un terrain, comme Julie Allemand peut en sortir un dernièrement, quand on voit l'équipe de Basketland, je sais que tu vas y venir peut-être un peu après. Voilà, désolée, je te spoil les Non, mais questions. vas-y, je t'en prie, autant le dire, oui, parce que du coup, je prenais l'exemple de Basketland dans mes recherches et dans le questionnaire pour dire que c'était une équipe qui était pas du tout favorite finalement et qui a réussi à gagner le titre contre Montpellier. Et voilà, on a senti que ce groupe avait un lien fort et un certain amour entre elles qui s'était créé. Donc voilà, tu peux continuer, du coup, il n'y a pas de souci. Bah ouais. Après, c'est pas un secret. Voilà, Basketland, c'est vraiment un club qui a touché mon cœur. Il y a, bah voilà, on parle de cœur, tu vois, on parle d'amour. Bah, c'est exactement ça. Il y a, je sais pas, ouais, je dirais 5 6 ans. Je suis allé faire un match là-bas. En fait, pour la petite histoire, j'ai jamais trop raconté ça, mais euh, je me souviens, j'étais sur le terrain. Alors peut-être avec le Hainaut, sous les couleurs du Hainaut à ce moment-là, et je me souviens un temps mort. M'être retourné et avoir entendu en fait et avoir tu vois le cri de guerre, avoir entendu l'équipe et le cri de l'équipe et c'est toujours le même. Alors ça me tue, ça fait des années, c'est hyper simple, mais voilà, je sais que ça m'avait marqué en mode ils avaient dit Basketland tous ensemble et c'est un truc hyper bateau, mais je sentais vraiment que c'était porté, c'est-à-dire que c'était pas ouais, Basketland tous ensemble et on s'en fout, tu vois, non, c'était Basketland tous ensemble et aujourd'hui enfin, ce qui est fou, c'est que voilà, des années après, Basketland, il y a quelques années, c'était pas le club d'aujourd'hui qu'on voit plutôt bien structuré, même si bah, financièrement, c'est pas le plus gros Cador. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain qui m'avait. Je sais que ça avait touché mon cœur à ce moment-là en me disant ah ouais, eux, il y a quelque chose qui se passe là qui est de l'ordre de l'invisible. C'est pas sur le terrain, c'est pas de la compétition, c'est pas de la performance, ça se joue pas là, ça se joue en termes de cohésion et d'amour et de projets vraiment portés par le cœur. Et du coup, c'est pour ça que, euh, que je dis que ben, amour et performance, pour moi, en fait, c'est quand on comprend comment utiliser l'amour au service de la performance, mais là, plus rien ne t'arrête en fait, parce que bah, tu fais plus les choses pour le résultat, tu fais les choses parce que tu es passionné réellement. Et du coup, ça change tout en fait. J'adore entendre ces mots parce que voilà, c'est les gens, faut qu'ils comprennent que effectivement, ce ne sont pas que des machines, que des athlètes qu'on met sur un terrain. Il y a autre chose. Tu l'as dit, c'est quelque chose d'invisible. C'est un lien qui est entre vous. Et j'aime beaucoup ce discours. Donc voilà, j'espère que le message sera passé. Tu utilises une autre expression qui m'a beaucoup marqué, c'est se mettre en énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors, se mettre en énergie, ça peut vouloir dire énormément, énormément de choses. C'est, on va dire, une de mes recherches aussi. C'est-à-dire que bah, voilà, j'aime comprendre l'humain, j'aime comprendre comment il fonctionne de manière visible et invisible aussi. Parce que bah, voilà, plus j'avance dans mes recherches, plus je vois qu'en fait, bah, nos résultats ou nos façons de nous comporter peuvent aussi être induits par des choses qui sont arrivées bien bien avant et des fonctionnements qu'on a toujours et qui fonctionnent en automatique, ce qu'on peut appeler l'inconscient. Et voilà, et en fait, se mettre en énergie, c'est vraiment comprendre comment cette énergie naturelle qu'on a déjà tous en nous, euh,
qui est déjà présente, en fait, mais que, on va dire, on a oublié. C'est que parfois, en fait, je parlais un petit peu, j'aime pas trop m'étendre sur ça, mais c'est important de comprendre que voilà, on est des êtres hyper intelligents, on a un mental hyper développé, tous, hein. Enfin, je veux dire, voilà, après, à des degrés différents et en fonction de nos backgrounds différents et comment on vit les choses, mais on est des êtres hyper évolués, et c'est juste que, ben, il y a un truc où on est encore en train de chercher le fonctionnement entre ce qu'on ressent, nos ressentis physiques, notre énergie naturelle qui est présente bah, là, sans rien faire, on a tous une énergie, euh, et cet outil du mental qui, des fois, par une pensée, par une émotion qui nous submerge, peut complètement saccager, on va dire, cette énergie naturelle, on va dire. Et du coup, voilà, moi, j'aime vraiment orienter mes recherches aussi là-dedans, parce que je vois que plus... C'est hyper simple, en fait. C'est fou, mais plus je suis naturelle, plus je travaille sur cette énergie naturelle, plus en fait ben, je me sens épanouie, et plus je me sens à même de mener mes projets dans le concret. C'est-à-dire que bah, réaliser des choses, comme je disais, ça rejoint l'amour. C'est bah, voilà, laisser vivre ce qu'il y a à vivre, et bah, parfois c'est pas du contrôlable, en fait. Et notre mental aimerait nous faire croire que oui, on peut tout planifier et tout cadrer, et ça va se passer comme on l'a annoncé, mais pas du tout. La vie, c'est pas ça, c'est beaucoup plus en mouvement que ça. Et donc c'est un peu autour de ça que je parle d'énergie. Donc finalement, cette énergie, c'est vraiment le- la chose qui va faire ressortir le potentiel leader qui sommeille en nous. Ben, ouais, ça, bah, c'est la chose qui est déjà là, en fait. L'énergie, on en a tous, de l'énergie naturelle, elle est là, plus ou moins écoutée. Euh, et oui, oui, du coup, pour moi, on est tous leaders, en fait. Donc, qu'on le veuille ou non, parce que je sais aussi que c'est un mot qui fait peur et qui peut choquer. Je me suis aussi rendu compte de ça au début, au tout début de mon activité. J'ai un peu orienté justement en termes de leadership féminin, mais je vois qu'en fait c'est un mot qui ne parle pas aux femmes, enfin en tout cas très peu. Et moi j'étais très surprise parce que ben, un leadership, enfin c'est quelque chose dans le sport qui est assez commun, et je m'étais pas rendu compte du décalage. Mais oui, effectivement, l'énergie naturelle, une fois qu'elle est là et qu'on vit à travers ça, et qu'on a capté en fait, ben derrière en fait on est leader naturel, c'est-à-dire qu'avec notre couleur et notre sensibilité, bien sûr, on est tous des individus uniques, et on a chacun notre couleur et chacun notre chose, enfin notre couleur à apporter au monde, notre singularité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et oui, du coup, c'est une certaine forme de leadership derrière. Justement, qu'est-ce qu'un leader pour toi finalement? Grande question, ça aussi. Qu'est-ce qu'un leader? C'est quelqu'un qui, par sa singularité, s'affirme. C'est-à-dire que pour moi, on est tous leaders. Euh, voilà, c'est une grande question aussi, dans le sens où, bah, dans ma carrière de basketteuse, j'ai beaucoup galéré avec cette notion de leadership. C'est-à-dire que, bah ouais, moi, à 15 ans, on m'a demandé, bon, bah, t'es meneuse, il faut que tu sois leader, il faut que tu sois vocale, il faut que t'engueules les autres quand elles font pas ce qu'il faut, nan, sauf que, bah, moi, j'ai une personnalité plutôt introvertie de base. Même si là, aujourd'hui, ça se voit peut-être pas, voilà, c'est de l'apprentissage d'apprendre à parler aussi, mais mon naturel, il est beaucoup tourné vers l'intérieur à la base. Moi, je suis pas quelqu'un qui va me, voilà, me mettre en avant facilement, voilà, diriger avec autorité, c'était pas mon truc, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup orienté en ce sens mes recherches, parce que bah, je me retrouvais pas dans les styles de leadership qu'on me proposait. C'était, ben ouais, mais je me sens leader. La réalité du terrain, elle était que bah, j'étais leader à ma façon, j'étais leader d'exemple, j'étais leader de terrain, j'étais leader de relever une coéquipière quand elle était à terre. Enfin voilà, j'étais leader de plein de manières, mais pas de la manière la manière unique un peu dont on a tendance à coller un truc sur leadership, de très pushy, de très
ouais, de très pushy et de très one way, quoi. Il y a juste une pensée unique et c'est ça le Ouais, c'est leadership. très codifié, ouais. C'est ça. Et en fait, bah voilà, ce travail aussi que j'ai amorcé il y a 2 ans et de connaissance de moi m'a fait découvrir que ben non, en fait, il y a 1 million de leadership différents et ça va s'exprimer complètement différent d'une personne à une autre. Et bah, je sais que voilà, là, ce qu'on est en train de faire, ça s'adresse aussi aux femmes. Et bah, voilà, j'ai aussi envie de porter ce message de bah, le leadership, ça peut être totalement féminin et d'une couleur très douce et très bah, féminine, quoi. C'est-à-dire très en soutien, très dans l'accueil aussi. C'est un magnifique style de leadership aussi. On en a besoin. Il y aurait un autre profil de leader. Est-ce que ça peut être un leader qui utilise un terme encore que j'ai découvert avec toi, c'est celui d'hyper vivant. Hmm. Ouais, effectivement. Ouais, alors l'hypervivance, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment. Là, je n'utilisais pas du tout ça, mais en fait, c'est plutôt pour parler de l'hypersensibilité. On va dire ça, c'est que c'est un terme qui me convient pas tant que ça, l'hypersensibilité pour moi, parce que ben voilà, on a tous une sensibilité aussi à degrés différents de comment on l'a explorée. Euh, on a tous de la sensibilité, qu'on le veuille ou non. Voilà, j'ai aussi découvert ça moi en me connaissant plus. Bah voilà, au début de ma carrière de sportive, il n'y avait pas beaucoup de place. Enfin, il y a eu beaucoup de place pour la sensibilité que je ne maîtrisais pas, puis il y en a eu beaucoup moins parce que je ne savais pas la maîtriser. Et puis il y a eu une troisième période où je me suis réouverte à cette sensibilité et où je me suis dit ok, bon bah elle est là, il va falloir lui donner de la place. Et c'est pas pour autant qu'il y a de la sensibilité, il n'y a pas de performance. Donc voilà, c'était tout un travail introspectif par rapport à ça, vis-à-vis de moi. Et voilà, la notion d'hyper vivant, elle est arrivée plutôt en me disant, bon, bah, il y a des gens qui ont plus ou moins une connexion avec cette énergie naturelle, on va dire. Pour moi, c'est connecté bah voilà, j'utilise cette facilité à être connecté aux éléments, à la nature, aux gens, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et il y a une notion beaucoup plus grande en fait que ce qu'on veut bien voir avec notre mental. Et du coup, pour moi, c'est ça la notion d'hyper vivant. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres, au contraire, c'est juste quelqu'un qui est peut-être plus connecté à son énergie naturelle, qui a bah, soit naturellement qui a ces capacités-là, soit bah, qui a beaucoup travaillé sur lui et qui a ouvert certaines choses chez lui. Et ça, c'est possible pour tout le monde en fait. Dans un de tes articles sur ton site, que je mettrai en description, comme ça tout le monde pourra aller découvrir, tu avais utilisé une phrase, il me semble que tu l'as entendue lors d'un rassemblement ou d'un stage, et qui dit: quand tu laisses ta place aux autres, tu perds ta vraie place. Moi qui ai lancé cette série pour essayer d'aider le mouvement pour le basket féminin, le sport féminin, est-ce que finalement, c'est pas un des objectifs que devrait avoir le basket féminin, c'est-à-dire faire éclore le changement directement de l'intérieur? Ouais, ben le basket féminin, il a une place à prendre, ça c'est sûr. Déjà, ou le sport féminin, du moins, là on est pour moi, dans la période. Et si je vais plus large, parce que je vois plus large, évidemment, le sport, pour moi, des fois, il est un peu en avance sur la société, c'est-à-dire que ben, il a cette fonction un peu de pouvoir révéler certaines choses de la société, c'est ce que je pense. Et du coup, il a cette place de justement prendre son leadership, c'est-à-dire que ben ouais, le sport féminin en fait a sa place, les femmes peuvent faire du sport, elles en font depuis des années. Peut-être que par contre, il y a une place de communication qui n'est pas encore prise pour moi dans le sens où ben ouais, il y a aussi besoin de rayonner ce côté sport féminin, girl power finalement un petit peu, même si j'aime pas le terme de voilà, il y a toujours cette comment dire, cette nuance sur l'idée, c'est pas de prendre la place aux hommes, c'est de se positionner à côté d'eux et de pouvoir avancer ensemble, en fait. Moi, c'est vraiment ce en quoi je crois. Et du coup, ouais, pour moi, le basket féminin, le sport féminin a cette place à reprendre, dans le sens où, ben voilà, des femmes, il y en a dans le sport depuis des années, c'est juste que, ben, on fait pas entendre notre voix comme on devrait. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est aussi ce en quoi je milite indirectement. Je suis pas
la femme qui va aller dans les manifestations. Par contre, à chaque fois que je peux délivrer ce message et voilà, et servir d'inspiration aussi, parce que je vois aussi que bah voilà, avec les jeunes générations, moi, c'était pas tant le cas que ça, de voir des femmes au pouvoir. Et ça fait que 15 ans, quoi. Quand j'avais 15 ans, il n'y en avait pas tant que ça, des femmes au pouvoir, et il n'y avait pas tant d'inspiration à prendre. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Du coup, ouais, pour moi, le sport a vraiment cette place-là à prendre. Du coup, grâce à ton expérience, que ce soit en tant que joueuse ou maintenant avec ton nouveau métier, qu'est-ce qui devrait changer ou être amélioré tout simplement? Ouais. Bah, bonne question. Il y a pas mal de choses. Alors, moi, dans mes idées, déjà, il y a une différence entre ce en quoi je crois, c'est-à-dire que ben, il y a le sport performance, on va dire. En France, il y a un peu un amalgame de ce que j'ai vu avec mon expérience et qui mériterait peut-être d'être regardé. Après, c'est pas du tout ma fonction et je veux pas entrer dans ces débats-là, mais voilà, je vois qu'il y a quand même quelque chose dans le sport féminin, dans le basket féminin du moins, qui est encore un peu entremêlé entre sport amateur et sport professionnel. Pour moi, c'est deux visées complètement différentes. Et du coup, si les deux sont mélangés, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et voilà, je sais qu'on se traîne ça depuis la loi 1901. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est aussi un moment de repenser un petit peu les façons de faire les choses et de donner un élan vraiment au sport professionnel si on en a envie. Et là, on va rentrer plus dans la politique. Et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais voilà, de se positionner en termes de, ok, est-ce que le sport, c'est important pour nous en France? Est-ce qu'on lui alloue des moyens ou pas? Parce que c'est aussi une question moi, que j'ai rencontrée tout au long de ma carrière et que je vois que, oui, ok, on veut toujours des performances, mais il n'y a pas toujours les moyens attribués pour arriver à ces performances. Donc voilà, il y a ça que je vois en termes d'amélioration, vraiment séparer les deux choses et ça ne veut pas dire qu'il y en a un plus important que l'autre. Le sport santé aujourd'hui prend de plus en plus de place et on le voit avec le Covid, voilà, avec la période Covid, que ça a de l'importance et que oui, le sport, c'est un des premiers médicaments pour moi. Et voilà, c'est hyper important, mais sauf que ça n'a rien à voir. Voilà, la performance est plus liée à l'entreprise et le sport santé, c'est plus lié aux soins et au bien-être physique. Donc déjà, il y a ça. Et voilà, ça revient aussi à ce que je disais, le côté féminin, peut-être que il y a toute une communication à revoir et à le mettre en avant, et tu fais partie des gens qui œuvrent en ce sens, et c'est hyper important. Je te le disais au téléphone l'autre jour, mais je crois vraiment à ça. C'est plus on va être nombreux à révéler ce qui se passe et comment on peut s'améliorer et à chercher des solutions ensemble, on va avancer en fait. Enfin, je pense qu'on est dans l'ère du basculement. Alors ça peut prendre énormément de temps, mais voilà, la place des femmes est en train petit à petit de se replacer et ça part d'elle. Et puis du coup, l'homme va pouvoir aussi se replacer avec elle, en fait, à côté d'elle. Si on se projette un petit peu, comment tu vois la place du basket féminin et peut-être plus globalement du sport féminin dans un avenir proche? Ouais, ben, je vois que voilà, ça va être une période de challenge. Moi, si vraiment voilà, j'écoute mon cœur, je vois que ça va être c'est comme toute période où il y a des bousculements et où il faut acter des choses. C'est une période où voilà, les femmes ont tout intérêt à prendre leur place, à faire entendre leur voix, que ça soit sur le terrain ou voilà, sur un endroit sportif, en fait, sur un terrain ou une piste, ou enfin voilà, peu importe, un outil sportif. Et, euh, et ouais, je pense que l'enjeu, il est de communiquer, en fait. On voit que voilà, plus il y a de communication, et apprendre à se vendre aussi, mais apprendre à se vendre dans le sens où c'est pas mettre la femme en avant, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup agacé, parce qu'on lui met une jupe Je suis et un d'accord. débardeur, et on met la femme. Alors, c'était certainement peut-être maladroit, et voilà, et il y a des choses qui ont été essayées, et je peux pas, comment dire, taper sur l'initiative. Voilà, il y a des choses qui ont été essayées pendant les 10 dernières années, du moins dans le basket.
à ce niveau-là, mais voilà, c'est aux femmes de prendre leur place et de rayonner leurs valeurs à travers leurs vraies valeurs, pas construire une image de la femme parce qu'on se dit que bah oui, on va attirer des hommes parce que si on les met en jupe sur un terrain, enfin voilà, la réflexion était basique pour moi, dans le sens où ben voilà, c'est pas ça qui va faire changer, c'est vraiment un changement profond au niveau de la femme et de sa prise de position en fait. Et du coup, c'est complètement différent en fait pour moi de petites initiatives qui vont venir et qui sont très bien, mais qui ne suffiront pas. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le moment de prendre sa place, quoi, réellement. Au risque de faire une petite répétition, on, on arrive vers la fin de notre entretien. Quel est le message que tu aimerais faire passer, toi, par rapport à tout ce qu'on vient de dire et au sujet abordé? Ouais, bah effectivement, ça va revenir. C'est autour de l'amour, forcément, de la passion. Moi, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et bah, moi, si j'ai choisi ça il y a une quinzaine d'années, ce premier métier, passion, et dans lequel je me suis développée et je me suis épanouie, c'était parce que ben voilà, je conçois pas ma vie à travailler pour un métier que je n'aime pas, dans lequel je prends pas plaisir et dans lequel je peux pas m'épanouir pleinement et donner tout ce que j'ai à donner. Donc voilà, c'est vraiment une invitation, enfin le message que j'ai envie de passer, c'est vraiment de vous questionner sur... là, on vient de sortir d'une période vraiment difficile pour certains, je minimise pas, voilà, ça a été difficile à certains points aussi pour moi. Bah voilà, c'est peut-être une invitation aussi à regarder les choses différemment et à revenir à l'essentiel. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et voilà, de se questionner sur ben, à quoi j'ai envie de passer mes 40 prochaines années, 50, 60 prochaines années, enfin je sais pas, ça dépend l'âge de ton audience, mais voilà, vraiment se poser les questions de fond. Je pense qu'on est vraiment dans un moment où c'est important que chacun se positionne, aussi dur que ça puisse être, s'affirme dans ses convictions, voilà, se plante aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend, ose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. Voilà, si quand j'étais gamine, à 15 ans, j'étais pas partie à 800 kilomètres de chez mes parents, si j'avais pas osé prendre des tirs 1 mètre derrière la ligne, j'aurais jamais su que j'étais capable de le faire. Si je sais pas, j'avais pas mis un pied sur un terrain pour jouer un match en Euroleague, j'aurais jamais su que je pouvais le faire aussi. Voilà, c'est des petits détails et je pense que vous trouverez chacun vos détails à vous. Moi, c'était dans le sport de haut niveau et ça continue à l'être aujourd'hui aussi. Euh, mais voilà, c'est vraiment oser faire ce que vous aimez parce qu'il n'y a rien de plus puissant pour moi. Euh, et derrière, les résultats arriveront forcément. Alors peut-être pas comme imaginé, peut-être pas aussi raisonnable et projeté à partir du mental, mais ça arrivera forcément. Enfin, moi, c'est ce en quoi je crois, vraiment ça. Et bah, le deuxième, c'est du coup ce que je disais avant, voilà, de prendre sa place en tant que femme dans la société et de faire rayonner nos couleurs parce qu'on en a besoin des femmes en fait. Cet entretien, il a été très personnel de tout ce qu'on a traité. Ça a été très personnel par rapport à ton histoire. Justement, pour finir, j'ai trois petites questions. Pas besoin de développer longuement s'il n'y a pas forcément besoin, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens apaisé? Ouais, honnêtement oui, je me sens moi en tout cas. Je me suis jamais autant senti moi que maintenant. Euh, donc ouais, on peut parler d'un certain apaisement. On peut parler de ça, ouais. On avait commencé en disant que tu avais fait le choix d'arrêter ta carrière parce que c'était en contradiction avec ce que tu avais au fond de toi. Aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé ton équilibre? Ouais, alors ça c'est une grande question. Je peux pas dire que je l'ai trouvé mon équilibre parce que c'est quand même quelque chose qui est tout le temps en mouvement, on va dire. Et parfois ça balance d'un côté ou d'un autre.
Je suis en train de le chercher, dans le sens où je sens que voilà, ça se stabilise et je suis en train d'intégrer, en fait, de comprendre qu'est-ce que je suis venue faire là. Euh, et d'utiliser justement ce côté passage à l'action que j'attribuais, j'en parlais un peu tout à l'heure, à un côté plutôt masculin, pour caricaturer, parce que bon, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais voilà, à un côté beaucoup plus accueil, soutien, douceur, quelque chose de du coup un peu plus féminin qu'on a chacun en nous. Et du coup aujourd'hui j'apprends en fait, je suis dans cet apprentissage de marier les deux et de voir comment est-ce que je peux être performante et épanouie dans cette balance-là en fait. Donc ouais. Mais ça c'est le travail de toute une vie, donc voilà. Dernière question, qu'est-ce que la Mélissa Michaeletto d'aujourd'hui dirait à celle qui a débuté sa carrière pro il y a 15 ans, on va dire, du coup? Ouais. Qu'est-ce qu'elle lui dirait? Ouais. Qu'est-ce qu'elle lui dirait? Bah, elle lui dirait bah, d'être elle, en fait, de pas chercher à se cacher, que voilà, en fait, elle est déjà assez. Tout ce qu'elle est, c'est déjà assez et de profiter au maximum du chemin parce que ça va être intense, parce que ça va être passionnant, parce que ça va être déroutant aussi, parce que ça va être challengeant, mais que ça vaut mille fois le chemin, quoi. Voilà, cette aventure, je suis riche vraiment de l'avoir vécue et je changerais pour rien au monde ce qui s'est passé, et même les difficiles, très difficiles moments que j'ai vécus. On arrive à la fin. Je t'avoue que j'ai envie de te remercier parce que j'ai passé un excellent moment, que tout ce que tu as pu dire me passionne, parce qu'on a abordé une question aussi qui me touche beaucoup, c'est-à-dire l'humain et l'amour. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour tes projets professionnels comme personnels. Et puis je te dis à bientôt, je Ben, l'espère. un grand merci à toi aussi, merci de m'avoir reçu et longue vie à ton format parce que je trouve ça vraiment très très chouette et on en a besoin.